dans l'ensemble, si on parlait des fondements de la réforme, dans votre livre, vous attaquez la réforme de l'éducation du Québec. Vous dites que la réforme ne contient pas que des défauts, des erreurs et des ratés, mais qu'il s'agit surtout d'une réforme idéologique. Quelle idéologie est à la base de la réforme de l'éducation? Il y a eu plusieurs dimensions à l'idéologie qui est à la base de la réforme de l'éducation. La première chose à faire, je pense, c'est de replacer ça dans son contexte. Au milieu des années 90 au Québec, on a tenu des États généraux de l'éducation. Et la grande conclusion de ces États généraux de l'éducation était un renforcement curriculaire qui était demandé par la majorité de la population. Il fallait recentrer l'école sur les savoirs essentiels. Et là, pour des raisons qu'un historien devra fouiller puis décrire, cette réforme curriculaire s'est petit à petit muée en réforme pédagogique. C'est-à-dire que plus qu'un renforcement des contenus disciplinaires, on a assisté à une restructuration pédagogique de l'école. Et cette restructuration pédagogique, elle a un volet ou une composante idéologique que je trouve extrêmement présente, forte et qui mérite d'être dénoncée et puis d'être nommée. En particulier, plutôt que de centrer l'école sur la transmission de connaissances qui doit déboucher sur l'acquisition de connaissances, on a fait le choix de développement de compétences, on a fait le choix de développement immédiat de compétences par la mise en situation complexe des gens qui doivent découvrir, s'approprier eux-mêmes les connaissances qui sont nécessaires à la mise en œuvre des compétences. Alors là, il y a un premier déplacement idéologique de l'école qui n'est plus centré sur les connaissances, mais où les connaissances apparaissent secondaires ou instrumentales pour le développement de compétences. Cette notion de compétence est à forte connotation idéologique, évidemment. Elle provient elle-même du milieu des affaires, elle provient elle-même du milieu économique. Et on a le sentiment qu'il s'agit d'un développement de compétences qui a une dérive possible à courte vue vers l'économisme puis l'adaptation au marché du travail des individus. Ça, c'est une première dérive idéologique. Il y en a d'autres, je peux continuer si vous le voulez. Une deuxième dérive idéologique importante qui m'est apparue, c'est que cette réforme-là a été, surtout au niveau universitaire où elle a été pensée, a été profondément imprégnée de certaines idées qu'en sciences sociales on regroupe souvent sous le chapeau de postmodernisme et qui ont comme conséquence d'avoir une attitude extrêmement critique, négative, voire dérogative à l'endroit des savoirs institués et de tendre à les considérer dans une perspective relativiste comme étant seulement différentes histoires possibles, toutes les histoires se valant les unes les autres. Alors il y a une espèce de déplacement par la pédagogie de la place des connaissances, puis il y a une espèce de minoration de la place des connaissances en vertu de ces idéologies postmodernistes qui ont elles aussi imprégné la réforme. Alors c'est deux des principales, on pourrait en donner d'autres, mais je pense que je m'arrêterai là, mais c'est deux des principales dérives idéologiques que je suis pas le seul à l'avoir fait, que j'ai remarqué dès le début de la mise en place de cette réforme-là, qui de ce point de vue-là apparaît comme un détournement des États généraux de l'éducation. La réforme de l'éducation, qui avait été annoncée il y a plusieurs années, sous le mandat du Parti québécois, donc avant 2003, 10 ans exactement. Elle a changé de nom dernièrement pour le renouveau pédagogique. Est-ce que il y a une rupture avec le changement de nom ou c'est la continuité? C'est une question complexe que celle que vous me posez là. C'est vrai qu'il y a eu un changement de nom. Je pense qu'en partie, le changement de nom a été motivé par le fait que, à un moment donné, la réforme a eu tellement mauvaise presse qu'il valait mieux la présenter sous des nouveaux atours, sous des nouveaux jours, ou la nommer d'un nouveau nom. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a, à un moment donné, il y a quelques années, transformé le nom, rebaptisé la réforme de l'éducation, le renouveau pédagogique. En un sens, c'était une appellation un peu plus honnête, parce que c'était vraiment de pédagogie qu'il s'agissait. C'était un renouveau fondamental de la pédagogie qui déplaçait complètement le sens de l'éducation puis de l'école tel qu'il avait été jusqu'ici conçu dans les sociétés industrielles avancées ou occidentales. Donc, c'est un changement de nom qui est motivé par ça. Mais il y a aussi derrière ça le fait que, vraisemblablement, on dispose pas d'études suffisantes pour trancher cette question-là, mais sur le plan empirique, ça serait intéressant de savoir jusqu'à quel point la réforme a véritablement été implantée à partir d'un certain moment. Alors, au tout début de son implantation, ses promoteurs étaient absolument enthousiastes et promettaient de renverser mer et monde en bousculant de fond en comble cette institution sclérosée qui s'appelle l'école, reposant sur des conceptions qui correspondent plus du tout, nous disait-on, au monde du 21e siècle dans lequel nous entrions. Mais petit à petit, les échecs se sont accumulés. Petit à petit, dans le milieu de l'éducation, les résistances sont apparues. Et à ce moment-là, on peut craindre que on peut penser que le changement de nom, de dénomination, correspond aussi au fait que, en pratique, de moins en moins de gens se sentent interpellés par elle ou se sentent tenus de suivre au pied de la lettre ce que la réforme met de l'avant. Monsieur Baillargeon, dans votre livre, vous rapportez que votre opposition à la réforme n'a pas été bien accueillie dans votre milieu. Vous dites que, lors de l'implantation de la réforme, dans le milieu de l'éducation, il était interdit, sous peine de sanctions symboliques assez fortes,
d'exprimer des réserves ou de formuler des critiques à l'endroit du système qui se mettait alors en place. Oui, je pense que c'est mon expérience personnelle, mais c'est aussi l'expérience de beaucoup d'enseignants sur le terrain, au primaire ou au secondaire que j'ai connu, avec lesquels j'ai pu parler. On a une façon singulière ici d'avoir implanté cette réforme. Le rapport de force, d'un point de vue sociologique, mérite d'être analysé. Alors, d'un côté, vous avez des universitaires qui tirent légitimité de leurs travaux du fait qu'ils sont employés par les politiques au ministère de l'Éducation. Et vous avez des fonctionnaires qui tirent assurance de la valeur de ce qu'ils imposent ou implantent du fait que ça repose sur des recherches universitaires. Alors, vous voyez cette espèce de renvoi d'ascenseur possible auquel on assiste. Et c'est quelque chose d'un peu troublant d'abord parce qu'il devrait y avoir une véritable autonomie de la pensée par rapport aux politiques, d'une part, d'autre part, une possibilité de distance critique au sein de l'université, ça sert quand même à ça, l'université, et un danger de copinage idéologique extrêmement dangereux à partir du moment où le ministère dit on va enseigner la citoyenneté dans les écoles et que tous les chercheurs à l'université se mettent à faire des recherches sur l'enseignement de la citoyenneté, le copinage idéologique est potentiellement extrêmement dangereux. Hein. Et j'ai appelé, moi, cette liaison des milieux universitaires en sciences de l'éducation et des milieux politique au ministère, la funeste alliance. Et il me semble que c'est un mot qui décrit assez bien une bonne part de ce qu'on retrouve là-dedans. Ces gens-là s'encourageant mutuellement, sans possibilité de distance critique. Et de fait, à cause en raison de cette alliance forte là, de la politique puis du pouvoir du pouvoir de la science ou de la science reconnue, là, c'est pas vraiment de la science dans ce cas-là, mais des institutions académiques, ce pouvoir-là est extrêmement fort. Il dispose d'un capital symbolique extrêmement puissant, puis d'un capital aussi culturel, d'un capital d'imposition de leurs idées extrêmement fort, qui fait en sorte que on peut ventiller les fonds, autoriser certaines recherches, en interdire d'autres, ce qui fait que les voix discordantes ont eu beaucoup de misère à se faire entendre, et ça s'est fait dans beaucoup de cas, y compris le mien, à un prix professionnel et personnel assez élevé. Assez élevé. Parlant de ça, on pourrait continuer dans le même sens. Dans votre livre, vous soulignez que vous avez écrit plusieurs articles contre la réforme dans diverses revues, mais qu'elles ont presque toutes été publiées dans des revues de sociologie, de sciences politiques, d'affaires sociales, mais pas dans des revues d'éducation. Faire entendre la voix discordante que je portais, que d'autres portaient, que d'autres portent maintenant, là, moi, c'était dès le tout début, je m'étais opposé à cette réforme-là pour des raisons que j'explique dans le livre, des raisons scientifiques, des raisons philosophiques, des raisons politiques. Mais dès le tout début, il était extrêmement difficile de les faire entendre, c'est moins le cas maintenant. Et quand les voix ont commencé à pouvoir se faire entendre, ça a été ailleurs que dans les milieux dominés par cette funeste alliance dont je parle, où c'est impossible de se faire entendre. Ce qui fait qu'effectivement, pour écrire des articles sur la réforme que j'essayais de faire valoir ailleurs, il a fallu que je passe dans des revues de sociologie, dans des revues de littérature, dans des revues d'affaires sociales, dans des revues de politique. Et bon nombre des textes qui composent mon livre sont parus ailleurs que dans les créneaux de l'éducation, où se faire entendre était assez difficile, malheureusement. Vous dites que vous en avez payé le prix de votre critique, votre contestation de la réforme. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Je veux pas, c'est des questions personnelles absolument sans intérêt. Puis je dois dire, moi personnellement, ça me dérange pas du tout d'avoir payé ce prix-là. Je suis tout à fait disposé à ce qu'on me fasse ce qu'on a envie de me faire, même qu'on me foute à la porte. J'en ai vraiment rien à foutre. Je suis un peu comme Aristote disait de Platon. J'aime beaucoup Platon, mais je préfère la vérité. Moi, je préfère la vérité aussi à tout le reste. Voilà. C'est ce que je pense être la vérité. Très bien. Dans votre livre, si on parlait plus techniquement de la réforme, là, vous dites que les défenseurs et les opposants de la réforme peuvent se classer dans deux grandes familles de pensée différentes. C'est quoi les deux grandes familles, les deux grands groupes? Il y a probablement plusieurs niveaux auxquels où ces familles-là vous dites qu'il y a les progressistes et d'un côté les traditionnalistes. Sur le plan pédagogique, c'est sûrement comme ça, tu comprends? Alors, il y a une vision de l'éducation pour laquelle des savoirs préexistent à la relation pédagogique. Le rôle de l'enseignant est de transmettre et de faire acquérir ces savoirs-là par l'enfant qui ne les connaît pas. Et ces traditionnalistes en éducation tentent souvent à penser que, d'abord, il y a un immense respect pour le savoir qui est à transmettre, et ensuite, la volonté de le transmettre à quelqu'un qui ne le possède pas encore, donc qui est jugé, sur un plan épistémique inférieur à celui qu'il connaît, tu vois. Et il y a la conviction aussi, ça c'est hérité d'une très très longue tradition de réflexion en pédagogie, tu vois. Il y a cette idée que la transmission modeste, partant du simple et s'élevant progressivement vers le complexe et faisant répéter jusqu'à ce que des choses deviennent des automatismes, est le moyen privilégié pour faire acquérir. Maintenant, il faut pas caricaturer non plus et penser que
quand on entre dans une telle vision de l'éducation puis de la pédagogie, on croit qu'il est inutile de faire des exposés aux enfants ou de leur faire des projets de recherche sans intérêt ou de les amener à réfléchir par eux-mêmes sur des questions n'est jamais le cas, n'est jamais fait, n'est jamais pratiqué. Ça l'était autrefois, pratiquer ces choses-là aussi. Mais il reste qu'il y a une vision là à la fois de la nature de l'éducation, qui est de mettre en relation avec des savoirs transcendants qui sont supérieurs à nous, l'acquisition progressive de ces savoirs par leur transmission systématique, par ordre, raison, répétition et ainsi de suite. Voilà une première vision. Il y a une deuxième vision qui a ses mérites aussi, qui est une vision progressiste de l'éducation, si vous voulez. Pour faire extrêmement court, on peut la faire remonter à Rousseau, à Jean-Jacques Rousseau. Et elle a pour elle d'apporter une vision éthique de la relation pédagogique qui était largement mise de côté dans la vision précédente. Tu comprends? Alors, l'avantage de reconnaître l'importance de l'enfant, la singularité de l'enfance, la spécificité du monde de l'enfance, la nécessité de prendre en compte la dimension pédagogique de cet acte de transmission de savoir qui est toujours présente, même si on le néglige parfois. Et donc, ça, ce sont des choses extrêmement utiles, mais elle a aussi apporté cette tradition progressiste dans certaines de ses versions, en tout cas, et c'est ce qu'on a eu avec la réforme, un certain relativisme des savoirs dont la place est minorée. Alors, au lieu d'être transcendant et puis d'avoir l'importance primordiale qu'ils avaient autrefois, ils deviennent secondaires. Un certain relativisme épistémologique aussi. Un certain utilitarisme, c'est-à-dire que vers Rousseau, on trouve ça. Rousseau, le mot d'ordre de Jean-Jacques Rousseau dans les Milles, c'est que tout ce qu'on lui enseigne soit utile, qu'il voit que ça soit utile à quelque chose. Émile doit toujours se rendre compte de l'utilité de ce qu'on lui enseigne. Alors, il y a ça aussi dans cette vision progressiste de l'éducation qui est plus condamnable. Et il y a aussi une idée, alors là, qui est romantique à souhait et belle au point où c'est difficile de s'en arracher comme d'une illusion, cette idée que plongé dans des situations complexes, l'enfant magiquement de lui-même comprend des choses extrêmement complexes, tire de son propre rapport à un problème ou à une expérience une compréhension soudaine et directe et puissante et profonde de ce qu'il doit apprendre, qui nous permet de faire l'économie de la langue, transmission, de l'effort, de la répétition, de l'exercice. Et lorsque ces savoirs-là sont acquis de cette manière immédiate, tu comprends, dans la résolution de problèmes, ils seraient mieux acquis, ce qui est plausible, et ils seraient aussi facilement transférables à d'autres domaines. Parce qu'évidemment, un des problèmes qu'on rencontre en éducation, c'est la transférabilité de ce qu'on a acquis. Alors, il y a ces deux familles-là. Chacune, j'ai essayé de mon mieux de pas les caricaturer, chacune ayant des avantages et des mérites. Il m'est apparu, moi, comme à d'autres, et c'était le cas véritablement que la réforme, dans ses intentions, dans son implantation, a massivement misé sur ce deuxième volet-là, en ayant de manière très très prégnante, en ayant insisté sur certains des aspects les plus déplorables de cette deuxième famille-là. Maintenant, il est clair, vous m'avez posé la question des familles, ça, j'ai décrit des familles pédagogiques, mais aussi des familles politiques derrière ça, des familles politiques aussi bien en termes de classicisme ou de vision libérale de l'éducation, puis de vision progressiste de l'éducation. Là, c'est un deuxième dossier. Vous en parlez dans votre livre. Est-ce que l'éducation, c'est un concept qui fait consensus dans le monde de l'éducation? C'est une très bonne question, encore une fois, parce que je pense qu'un bon nombre des débats que nous avons entre nous, individus, et collectivement au sein de la société, puis entre les sociétés autour de l'éducation, tiennent en partie au fait qu'il n'y a pas consensus sur la définition de ce que c'est que l'éducation. Ce qui fait que c'est un thème important sur lequel il faut revenir. Moi, dans mon livre contre la réforme, vous l'avez sûrement remarqué, je commence le livre en exposant la conception de l'éducation que je vais défendre, que j'appelle une conception libérale de l'éducation. Et je pense que cette question, c'est une vision de l'éducation. Les promoteurs de la réforme en avaient certainement une autre, même si elle n'était pas très, très articulée parfois. Puis il m'a semblé qu'ils étaient victimes de certaines idéologies dominantes dans nos sociétés. C'est mon point de vue, je peux me tromper. Mais il me semble que une vision libérale de l'éducation est malgré tout celle que la plupart des gens ont plus ou moins spontanément dans nos sociétés. Celle que les parents ont pour leurs enfants bien souvent et celle que les gens ont en général. C'est-à-dire, et là on voit comment le volet politique des grandes familles s'opposant tout à l'heure se retrouve en politique cette fois. Ce que je défends, moi, c'est une vision héritée du siècle des Lumières. Ce que je défends, moi, c'est une vision héritée de Condorcet, puis héritée de Kant, puis héritée des principaux penseurs des Lumières, qui est une vision à la fois pédagogique, au sens où je l'ai décrite tantôt, mais une vision politique aussi. C'est-à-dire que l'éducation a pour mission de former l'intelligence et la raison des gens, de manière à en faire des sujets émancipés, capables de rationnellement décider dans leur vie et de prendre part ensuite, parce qu'ils ont été ainsi équipés, à la grande conversation démocratique, à la transformation de la société. Alors ça, c'est un projet politique précis
qui est intimement lié pour moi à la famille idéologique dont je me réclamais tantôt en pédagogie. Alors les deux sont intimement liés. Et je crains que, malgré que ce soit pas ce qu'ils veulent, la plupart d'entre eux, que dans la deuxième vision de l'éducation, on sombre dans des formes de relativisme épistémologique, des formes d'adaptation fonctionnelle des individus à l'économie, des formes de renoncement de cette volonté de transmission aux plus pauvres et aux plus démunis de nos concitoyens qui ont d'abord et avant tout besoin de cette transmission systématique. Tu comprends? Alors j'ai l'impression, moi, en m'étant porté à l'attaque contre cette réforme, je me suis aussi porté à l'attaque du fait que cette réforme a pour terrible résultat de priver ceux qui n'ont pas, avant d'arriver à l'école, les ressources qu'on va leur demander de mettre en œuvre, des intérêts, puis des retombées, et de tout ce que l'école pourra ensuite leur apporter. Et ça donne que ce sont les enfants qui essentiellement proviennent de milieux défavorisés, pauvres intellectuellement ou culturellement ou économiquement. Et c'est d'abord pour eux que l'école publique doit être faite et servir, tu vois. C'est pour eux qu'elle doit viser et maintenir vivant ce projet de faire de chacun de nous un individu libre, rationnel, émancipé, capable de participer à la conversation démocratique, de décider rationnellement pour lui-même et pour l'avenir de l'humanité, ce qui doit être le cas. Petite question rapide, c'est quand même surprenant chez vous, d'habitude, on peut pas vous qualifier de quelqu'un qui a des idées de droite. Non. Vous êtes surtout à gauche en général. Et là, dans le monde de l'éducation, vous êtes moins à gauche, vous êtes plus en fait, c'est conservateur. À mon avis, il y a une forme, c'est Hannah Arendt qui a exposé cette idée-là, puis elle me semble profondément juste, soit il y a une forme de conservatisme culturel ou pédagogique qui est un préalable au radicalisme politique, tu comprends? Alors des gens qui soient des radicaux en politique, mais qui comprennent rien du monde dans lequel ils vivent, qui soient pas du tout formés, qui soient incultes, ça m'intéresse même pas d'être à gauche avec ces gens-là. Je veux une gauche qui soit rationnelle, une gauche qui soit lucide, une gauche issue des Lumières, encore une fois. Et il me semble que ce à quoi on assiste dans nos débats sur l'éducation, c'est justement à une façon que nous avons, nous, aujourd'hui, d'accepter ou de refuser cet héritage des Lumières. Alors, il y a des gens conservateurs en politique, avec lesquels je me retrouve d'accord sur ce dossier-là. Et c'est un fait. Moi, c'est comme ça. Je reconnais que c'est le cas. Il y a des gens qui sont à gauche ou qui se réclament de la gauche, avec lesquels je suis en complet désaccord, mais avec la conviction que les positions pédagogiques qu'ils défendent desservent le projet politique de gauche qu'ils veulent porter. Tu comprends? Dans votre livre, il n'y a pas qu'une critique théorique de la réforme d'éducation. Vous faites aussi, vous reproduisez vos chroniques que vous avez faites contre la réforme. Certaines d'entre elles, oui, c'est ça. Et la 4e chronique, vous dites que la réforme d'éducation tente de faire pousser la bosse des affaires dès l'âge de 6 ans. Je vous avoue que j'ai été moi-même troublé de trouver les informations que je relate dans cette chronique-là. Alors, je rédige pour la revue À Bâbord depuis ses tout débuts. À Bâbord, c'est une revue québécoise sociale et politique que je pense intéressante pour les gens de gauche. Et je tiens 2 chroniques dans cette revue-là. Une chronique éducation, comme vous l'avez souligné, et une chronique sur les jeux mathématiques, qui sont des passions de ma vie. Et dans une de ces chroniques-là, effectivement, j'ai trouvé des informations relatives à la manière dont a été implanté dans le programme québécois de formation à l'école, programme de formation de l'école québécoise, comment a été mise en place cette idée de développement de compétences entrepreneuriales chez les enfants à partir du primaire. Alors, j'invite vos auditeurs à aller le lire. Je raconterai pas le détail de la chose, mais on voit là comment, parce qu'on nous raconte toujours que la réforme, les programmes scolaires, les différentes décisions qui sont prises en éducation sont le fruit de larges consensus auxquels collaborent la population, les comités de parents, des enseignants. Eh bien, dans le livre, je raconte comment on en est venu à adopter cette idée de développement de compétences entrepreneuriales dès le primaire chez les enfants. Et l'idée que je raconte, c'est une histoire de copinage entre personnes qui décident à peu près par eux-mêmes et sans véritable processus de consultation démocratique que cette chose-là doit maintenant faire partie de l'école. Et je trouve ça profondément troublant, encore une fois. Hein. Alors, vous avez l'idée que cette réforme est censée être généreuse, politiquement progressiste, ouverte à tous, mais en même temps, c'est comme par hasard, dès l'âge de 5 ou 6 ans, nos petits commencent à avoir la bosse des affaires qui leur poussent, se voient vanter et chanter les mérites des entrepreneurs, leurs grandes vertus pour la collectivité. Alors ça, c'est profondément étonnant, hein? Et étonnant par sa nature même. Comment peut-on en venir à implanter ça dans l'école, d'une part, puis profondément troublant aussi par la manière dont ça s'est réalisé, qui est une manière qui est complètement aux antipodes de ce processus de vaste consultation démocratique où tout le monde semble impliqué, qu'on nous serine à tout bout de champ. Monsieur Baillargeon, on parle toujours de votre livre « Contre la réforme, la dérive idéologique du système d'éducation québécois ». Dans votre 10e chronique, vous consacrez votre dernière chronique à la technologie. Vous dites que dans le monde de l'éducation, Internet est devenu un mirage pédagogique. Oui, je parle d'Internet comme d'un mirage pédagogique et plus largement, si vous me permettez, des nouvelles technologies. Alors, je tiens à dire d'abord,
que moi-même, je suis pas du tout un anti-technologie. J'ai dans mon sac à côté de moi un ordinateur portable, je vais sur Internet, j'utilise des nouvelles technologies, j'ai un téléphone cellulaire, je rêve d'avoir un iPhone. Enfin, je suis très techno, j'adore ça, mais je suis pas non plus quelqu'un qui croit que l'avenir de l'humanité va passer par le déploiement de ces technologies-là. Et je considère que en éducation, il faut faire preuve d'une certaine prudence, mais encore une fois d'un certain conservatisme, avant de se lancer à tout crin dans des aventures comme celle-là, qui souvent coûtent extraordinairement cher et dont les retombées sont pas du tout évidentes. Alors moi qui suis plus vieux que vous, j'ai des souvenirs du début des années 80, alors que j'étais professeur au cégep, tu comprends, et d'écoles secondaires et de collèges faisant l'achat d'ordinateurs, c'était très peu développé à l'époque, dépensant des fortunes pour leurs fichus d'ordinateur, et au bout de parfois quelques mois, ou mieux un an, ça se retrouvait dans un garde-robe n'ayant servi à peu près à rien. Tu comprends? On n'en est pas là aujourd'hui, l'informatique est beaucoup mieux développée, Internet est un outil fabuleux et sublime dont je me passerai pas. Mais de là à penser que d'emblée ça résout tous nos problèmes, il faut faire attention. Et le mirage pédagogique dont je parle dans mon texte, permettez-moi de l'expliquer en 2 secondes, c'est l'idée que c'est le mirage absolu, là. De croire que l'idée de transmission systématique et ordonnée par quelqu'un qui s'y connaît, qui respecte et qui aime le savoir, qui transmet, doit aujourd'hui céder le pas à cette idée que toutes les informations sont disponibles, il suffit d'aller sur Internet. Tu vois? Et là, pourquoi enseigner des faits à des gens? Pourquoi leur enseigner des dates? Pourquoi leur enseigner de simples faits et de simples données quand tout ça est disponible sur Internet? Évidemment qu'en un sens, tout ça est disponible sur Internet. Mais pour qui est-ce que c'est disponible? Ben, étrangement, les sciences cognitives ici, on se base sur quelque chose de très solide, n'est-ce pas? Les sciences cognitives nous apprennent, pour toutes sortes de raisons, que les choses qui sont disponibles ne pourront être saisies que par un esprit qui est préparé. Que ils nous apprennent, par exemple, que nous voyons le monde, nous lisons un texte, nous avons une conversation à travers une fenêtre extrêmement réduite de notre esprit qui nous permet de contrôler un nombre limité d'informations. C'est le fameux nombre magique, le 7 plus ou moins 2 en psychologie cognitive. Et que pour surmonter cette limitation de ce qu'on appelle la mémoire de travail, il est utile pour nous d'avoir des schémas, des chunks qui nous permettent de ramasser ces informations-là. Ce que ça signifie concrètement, c'est que si tu places quelqu'un qui n'a pas d'informations sur la mécanique quantique et tu le mets devant le meilleur texte de vulgarisation de la mécanique quantique sur Internet, il y pige rien. Okay? Et on a même une idée de la quantité extrêmement grande de savoir que tu dois disposer au préalable pour comprendre un texte qui présente des informations. Platon, l'immense Platon avait vu ça dans son dialogue qui s'appelle le Ménon. Il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Ménon. Socrate fait venir un jeune homme, un esclave, et lui dit, on va essayer ensemble de découvrir une version du théorème de Pythagore, tu vois. Et l'idée de Platon, c'est que si l'esclave est capable de la redécouvrir comme ça, alors que Socrate le guide progressivement vers l'appréhension de cette vérité-là, c'est parce qu'il possède déjà en lui, endormi, des notions de géométrie sur ce que c'est qu'un carré, ce que c'est qu'une ligne droite, ce que c'est qu'un angle droit, et ainsi de suite. Et c'est seulement parce qu'il le sait d'avance qu'il pourrait l'apprendre. La psychologie cognitive confirme ça. Et ça signifie concrètement que attendre d'Internet qu'elle se fasse un substitut à la transmission ordonnée et systématique des savoirs, c'est un mirage, très vraisemblablement. Dans votre livre, vous parlez aussi... Je voudrais dire un mot là-dessus, si vous me permettez, juste un petit mot. C'est des choses... Évidemment, c'est des notions de philosophie de l'éducation ici qu'on discute, puis de psychologie éducationnelle, tu vois, qui peuvent sembler un peu abstraites. Mais elles sont pas toujours abstraites, ces notions-là. Elles sont rarement, en fait, abstraites, ces notions-là, et sans intérêt pratique, parce que, à un moment donné, les écoles font des choix sur l'investissement en cahiers, des investissements en livres, des investissements en dictionnaires. Et à côté de ça, tu as la possibilité d'implanter à grands frais un ordinateur pour chaque enfant, ou d'implanter à grands frais un réseau de blogs qui permettra aux enfants de tenir des blogs. C'est intéressant de tenir des blogs, c'est intéressant d'avoir des ordinateurs, c'est intéressant d'aller sur Internet. Mais croire que ça se substitue encore une fois à la transmission ordonnée et systématique des connaissances par une personne qui la connaît et qui l'aime, c'est un mirage potentiel coûteux.